À la une ce soir, mouvement de grève au collège Édouard Glissant du Lamentin. Professeurs et parents d'élèves dénoncent un manque de communication avec la direction. Des problèmes d'infiltration d'eau sont également identifiés. On fera le point dans ce journal. Dans votre journal également, la préparation du bac. Côté salle de classe, les personnels administratifs et pédagogiques mettent tout en œuvre pour le jour J. Nous avons suivi la préparation des petits déjeuners qui seront distribués aux élèves grâce à une association. Retour sur le premier tour des élections législatives. Nous verrons les consignes de vote. Certains candidats se réuniront ce soir pour prendre leurs décisions. Et puis, les images de la Gay Pride, première du nom en Martinique. Il y avait beaucoup d'ambiance ce dimanche au Carbet, où la communauté gay et lesbienne s'était donné rendez-vous. Le reportage à la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre également en direct depuis notre page Facebook. On commence avec cette information qui vient de tomber. L'aïeul des disparus du Vauclin, Christopher Quimper et Ismaël Némorian, a été retrouvé ce matin. Ils étaient disparus depuis le 20 mai. Ce sont les autorités portoricaines qui ont donné le signal d'alarme aux autorités françaises via le CROSS anti-Guyane. Ils sont sains et saufs en état de déshydratation. Ils ont été emmenés à Porto Rico pour des analyses avant d'être rapatriés en Martinique. Nous ferons un point évidemment sur cette information dans notre édition de demain. Un mouvement de grève au collège Édouard Glissant du Lamentin. Les cours n'ont pas été assurés ce matin par les professeurs. Ils réclament un meilleur dialogue avec la direction et dénoncent des problèmes d'infiltration d'eau et d'électricité. Les parents d'élèves étaient présents ce matin sur le piquet. On écoute ces réactions recueillies avec Michelet François. Nous avons de grosses difficultés de communication. Pourtant, avant d'arriver à la grève, nous avons essayé maintes et maintes fois et nous constatons que rien n'a avancé. Donc c'est pour cela que nous avons fini par bloquer et à demander que Madame la rectrice vienne nous rencontrer ici. Déjà, nous, en tant que représentants de parents, nous ne sommes pas reçus comme il devrait pour discuter du fonctionnement du collège. À savoir des problèmes comme la demi-pension, comme l'absentéisme des enseignants, comme la sécurité des enfants aux abords du collège et dans le collège. Je n'ai jamais refusé à qui que ce soit d'avoir une discussion avec moi, que ce soit dans le cadre d'une réunion ou bien dans un cadre en face à face. Je n'ai jamais refusé de discuter avec qui que ce soit. Et que ce soit d'ailleurs un parent d'élève ou un enseignant ou un agent, etc. Je n'ai jamais refusé. Alors évidemment, j'aimerais bien qu'ils me disent clairement ce que c'est que ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils mettent sous cela, la communication. Alors ce que je leur propose, puisque de toute façon ils m'ont permis d'accéder à mon bureau, ils peuvent très bien faire une petite délégation, d'ailleurs que j'ai déjà eu à plusieurs occasions. J'ai eu l'occasion, excusez-moi, de recevoir des délégations de représentants syndicaux pour discuter avec eux. S'ils le souhaitent dans ce cadre-là, nous pouvons aussi discuter. Mais en tout cas, je ne suis pas fermée à la discussion, loin de là. Retour sur l'information que je vous délivre en début du journal sur les disparus du Vauclin. Notez que l'identification de ces personnes retrouvées à 800 km des côtes martiniquaises est toujours en cours, même si évidemment on pense à ces disparus qui ont quitté la Martinique depuis le Vauclin depuis le 6 mai. Plus d'informations, je vous le disais, demain dans notre édition de 19h. Et alors que les collégiens préparaient le brevet des collèges, les lycéens de terminale attendent le début des épreuves du bac, plus que 48 heures avant le jour J. Du côté des établissements, l'heure est à la préparation des salles de classe et des salles d'examen, et notamment aussi à l'organisation des épreuves. Illustration au lycée Acajouin au Lamentin avec ce reportage de Loïc Régis. T'as le passe ? T'as le passe, toi ? Derrière cette porte se trouve l'armoire qui contient les sujets d'examen. Un contenu précieusement protégé. Personne n'y touchera plus avant la distribution des copies mercredi matin. Pourquoi une armoire forte? Tout simplement, c'est des sujets de bac. C'est des sujets de concours, c'est des sujets d'examen. Donc il faut qu'ils soient sous bonne garde. Ah oui, ils sont même sous enveloppe, sous pochette plastique. Ils ne sont ouverts que devant les candidats au moment de 5 minutes avant le début de l'épreuve. Dans l'établissement, 10 salles de classe sont totalement réorganisées pour accueillir les élèves. Une disposition spécifique au bon déroulement de l'épreuve. Un candidat par table, un espacement entre chaque table. Vous voyez les chaises, ils sont en quinconce. Les brouillons, c'est des feuilles de couleur et on met
Chaque table a pratiquement une couleur. On ne peut pas avoir la même couleur côte à côte. Il ne reste plus qu'à coller les étiquettes identifiant chaque candidat sur les tables. Plus de 150 vignettes encore en préparation dans la salle informatique. Les places sont attribuées par un logiciel qui effectue un tirage au sort. Sur l'étiquette, le nom, le prénom du candidat et un numéro de candidat propre au bac en fait, pour l'identifier. C'est un peu le hasard de l'informatique. Donc ils sont regroupés par série, un peu mélangés, et après on les colle en fonction de comment ça sort informatiquement parlant. Des petites mains à l'œuvre pour éviter le moindre faux pas à l'ouverture des copies. Début des écrits du baccalauréat ce mercredi 14 juin, avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Oui, la philosophie, une épreuve souvent redoutée par les candidats. Un conseil pour être en forme, l'association Madine Jeune a proposé des petits déjeuners gratuits qui seront distribués aux élèves dans 18 centres d'examen. C'est une opération qui est en partenariat avec la MPI. Les images de la préparation de ces petits déjeuners avec Johan Boulard. Comme vous avez pu voir, là on a la carte et dessus j'ai pu matérialiser les différents centres d'épreuves que l'on doit distribuer. Donc il y a 18. Comme vous avez pu voir, j'ai fait par zone. Donc il y a le sud, il y a le centre et il y a le nord. Dernière mise au point pour les membres de l'association Madine Jeune Ambition. Ils préparent leur toute dernière opération, l'OPEBAC. Une distribution de petits déjeuners du nord au sud de l'île pour les candidats au baccalauréat 2017. C'est assez physique puisqu'on a dû décharger les packs d'eau. Ensuite là on fait le dispatching et depuis je suis mobilisé. Mais c'est pour donner de mon temps pour aider. On s'organise avec nos professions, nos scolarités. On essaie de se gérer pour avoir le maximum de temps pour pouvoir en donner pour l'association. Comme c'est pour la bonne cause, on fait le maximum pour qu'on puisse réussir. On a envoyé une demande d'autorisation pour l'action à la rectrice. Elle a accepté. Ensuite, on a fait des demandes de collaboration dans les différents centres d'épreuves. Ces bénévoles mènent actuellement un projet santé, nutrition, sport. L'OPEBAC est donc un exercice pratique. Cécile en est la référente. Elle s'est elle-même chargée de contacter les 20 établissements scolaires de l'académie. Globalement, on a eu 18, donc ils ont été OK pour l'action. Mais il y a 2 établissements qui ont refusé, c'est parce qu'ils font eux-mêmes l'action chez eux. Une initiative bien accueillie, d'autant que la problématique du petit déjeuner revient régulièrement sur la table, surtout sur celle d'examen en période de baccalauréat. Il se présente à l'examen sans avoir pris de petit déjeuner, ce qui est relativement dangereux pour le cerveau, puisqu'à un moment forcément, le cerveau ayant besoin de carburant n'a plus d'énergie pour pouvoir réfléchir. Et bien sûr, le rendement sur la copie sera moindre. Après, même si vous avez déjà pris le petit déjeuner, il est toujours important de pouvoir avoir un petit encas pour justement aider le cerveau à pouvoir avoir, au moment du coup de barre, un petit peu d'énergie. Madine Jeune Ambition existe depuis 2011. L'association a été créée à l'origine pour une cérémonie de récompense de jeunes Martiniquais méritants. Depuis, elle multiplie les projets liés aux thématiques de la jeunesse. Prochaine opération, des matinées sportives tout au long du mois de juillet. On passe à la politique 2 jours après l'annonce des résultats du premier tour des élections législatives en Martinique. L'heure est aux consignes de vote pour les états-majors. Karine Mousseau l'a dit dès samedi soir, elle ne soutiendra aucun candidat au centre. La fédération martiniquaise du Parti socialiste a donné ses consignes de vote hier soir et d'autres prendront leur décision ce soir ou demain. On fait le point avec ce reportage de Sabrina Doré et Michelet François. Avec ses 4458 voix obtenues au premier tour, Yann Monplaisir est un recalé. Son électorat est très convoité par les 2 candidats qualifiés au second tour. Le leader de Bas Pays en Chance chez Jean-Marc Pulvar sur RCI annonce sa position, le Nini. Dans la première circonscription, qui est la circonscription du centre atlantique, donc nous appelons à voter pour Philippe Edmond-Mariette. Dans la deuxième circonscription, nous n'appelons à voter ni pour un candidat ni pour l'autre. Dans la troisième circonscription, nous appelons à voter pour Francis Carole. Et dans la 4e circonscription, donc dans le sud, il y a 2 candidats qui sont du rassemblement Grand Assemblée pour Bas Pays en Chance. Chacune des composantes de ce rassemblement va apporter son soutien à son candidat. Pour les autres circonscriptions, l'Alliance Grand Assemblée pour Bas Pays en Chance a annoncé par voie de communiqué ce midi les candidats qu'elle a choisi de soutenir. Il ne s'agit pas simplement d'afficher un soutien, il s'agit d'aller sur le terrain. Mais bien évidemment, nous allons
nous irons sur le terrain. En particulier, j'irai soutenir Sylvia Saï-Soutane, de toute évidence. Du côté de la Fédération socialiste de Martinique, battue au niveau local comme au national, l'heure est aussi à l'annonce des consignes de vote. Le Conseil fédéral s'est réuni hier soir à l'issue des résultats. Et à l'unanimité moins une voix, nous avons décidé de soutenir la candidature de Philippe Edmond Mariette, candidat sur la circonscription centrale. Les candidats d'En Marche et du Modem prendront leurs décisions demain. Pour Max Orville, la cohérence des idées sera prioritaire. Nous devons nous réunir demain, les gens d'En Marche, les gens du Modem, demain soir pour arrêter une décision. Et je souhaite que la décision soit la plus collective et la plus globale possible. Qu'est-ce qui va jouer? Qu'est-ce qui va peser dans la balance? Vraisemblablement, alors en ce qui me concerne, je ne peux pas parler pour les uns et les autres, c'est qui respecte ou qui serait le plus démocrate et peut-être le plus républicain parmi tous les candidats sur la Martinique. Je dis bien que ça peut être ça. Bon, la question étant, est-ce qu'on va concentrer le pouvoir dans les mains de ceux qui l'ont déjà et qui l'utilisent si mal, ou est-ce qu'on va le confier à d'autres et en oubliant peut-être tout ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Fabrice Dunon réunira ses partenaires ce soir. Tout comme Chantal Maignan, avec ses 15,50%, elle pourrait bien faire pencher la balance au centre. Pour les 8 prétendants au poste de député de Martinique, la nuit risque d'être très longue entre tractation et opération de séduction. Samedi prochain, vous devrez donc départager 8 finalistes de ces élections législatives. Pour vous aider, ATV organise une nouvelle série de débats à partir de ce soir. Des débats animés par Eddy Marajo, Mike Irask et Kathleen Bilascopette qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Kathleen. Bonsoir Jean-Marc. Alors justement, quel est le programme de ces débats ? 4 débats, un par circonscription. On commence, vous l'avez dit, ce soir par la circonscription de Fort-de-France et l'habituel duel entre Serge Letchimy et Francis Carole. Demain, mardi, place à la circonscription du Sud avec Jean-Philippe Nilor face à Sylvia Saï-Soutane. Mercredi, débat du Nord qui mettra aux prises Bruno Nestor Azero et Justin Pamphile. Et on finira jeudi au centre avec un face-à-face très attendu lui aussi entre Josette Manin et Philippe Edmond Mariette. Nos débats sont en direct à 20h sur notre antenne, mais également sur la page Facebook d'ATV. Vous pouvez tout au long de ces débats réagir également sur les réseaux sociaux, #DébatATV. Et donc, sur quel thème porteront les échanges ? Alors, nous reviendrons d'abord, Jean-Marc, évidemment sur les résultats du premier tour et les réserves de voix dont disposent potentiellement les candidats. Nous parlerons également de la mobilisation, comment convaincre les 3 électeurs martiniquais sur 4 qui ont boudé les urnes samedi dernier, du positionnement futur au sein de l'hémicycle du Palais Bourbon, majorité présidentielle ou opposition. Nous confronterons aussi les bilans pour ceux qui en ont et les projets. Les législatives, ce ne sont pas les municipales, autant dire que les promesses des candidats doivent être en cohérence avec le mandat qu'ils briguent. Enfin, Mike Irask viendra titiller nos invités sur leurs ambitions présentes et futures et sur la façon dont ces élections font sérieusement bouger les lignes sur l'échiquier politique local. Voilà pour le programme. Et donc le premier rendez-vous ce soir à 20h sur ATV. Merci beaucoup Kathleen Et Bilascopette. n'oubliez pas de nous suivre également sur notre page Facebook. Merci. Merci. On poursuit dans votre journal à suivre l'actualité des régions en Guadeloupe. L'inquiétude d'un habitant de Saint-François. Une opération immobilière aurait détruit un pan de corail. En Guyane, retour sur la célébration de l'abolition de l'esclavage. C'était le samedi 10 juin. Un mémorial des libertés a été installé. Une exposition sur les hommes noirs a été proposée à la mairie de Cayenne. Et puis votre JT des communes ce soir, la maison de retraite de l'âge d'or de Fort-de-France en cours de sport avec ses pensionnaires. Il témoigne à visage caché. Un habitant de Saint-François en Guadeloupe dénonce ce qu'il considère comme un scandale écologique. Un pan de corail aurait été détruit par un projet immobilier. Les explications d'Isabelle Imo. Voilà un chantier de construction immobilière qui poserait problème à certains riverains. Celui-ci serait une menace pour le littoral.
Une barrière de corail a été détruite pour rendre possible la future résidence pied dans l'eau. En voulant me rendre sous la plage comme d'habitude, j'ai d'abord constaté qu'il y avait une buse qui donnait directement sur la plage. Donc là avant où il y avait une mangrove, où il y avait de la végétation, on se retrouve face à face avec une buse qui déversait directement, je dirais, des eaux pluviales au niveau de la mer. Et là en fait on constate un écosystème qui est quand même reconnu de par le monde. En fait, nous, en Guadeloupe, on se permet d'attaquer cet espace, en fait. C'est ce riverain qui a lancé l'alerte à travers les réseaux sociaux, mais aussi aux autorités compétentes, qui restent muettes. Au niveau de la préfecture, les courriers, les mails sont restés sans réponse. Donc on attend. J'espère que par le bien de toutes les actions que j'ai pu faire, que j'ai pu interpeller et toucher un maximum de personnes. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de retour, on ne sait pas ce qu'il en est, ni même au niveau de la municipalité, on ne sait pas comment cette information est vécue ou est traitée. Des associations de défense de l'environnement se sont aussi mobilisées pour défendre cette zone. Pour l'heure, aucune avancée du dossier n'est à signaler. On reste en Guadeloupe avec cette campagne publicitaire lancée par Costa Croisière. Les Antillais sont de plus en plus séduits par ce mode de voyage. Les voyagistes locaux préparent déjà les vacances de Noël. Le directeur de Costa France était présent en Guadeloupe lors d'une conférence de presse au Gosier. Il a annoncé plus de moyens pour répondre à la demande. On l'écoute. L'année prochaine, à partir de décembre jusqu'à mars, sur des croisières d'une semaine. Il y a 4 croisières d'une semaine sur 2 paquebots. La nouveauté, c'est que nous avons un nouveau navire qui vient sur Pointe-à-Pitre, qui s'appelle le Costa Pacifica, qui va commencer donc sa saison sur une quinzaine de croisières sur cet hiver, sur ce qu'on appelle la Perle des Antilles. Et il y a 3 autres circuits possibles d'une semaine à bord de Costa Magica, qui est un paquebot qui est déjà venu les années précédentes sur les Antilles. Le 10 juin en Guyane, c'est le jour de la célébration de l'abolition de l'esclavage, avec de nombreux temps forts qui se sont déroulés donc ce samedi. L'homme noir a notamment été mis à l'honneur avec une exposition à la mairie de Cayenne. Les images avec nos confrères d'ATV Guyane. Cette exposition qu'on fait, c'est une petite contribution que nous apportons, mais tous les personnages qui sont exposés ici, leurs travaux sont exposés ici, ce sont des afrodescendants. Certains étaient esclaves, ils sont partis, ils se sont libérés ou ils ont été libérés. Ce sont majoritairement des Africains, mais des Américains. On a, je vais vous montrer tout à l'heure, un Surinamais, mais sinon la majorité ce sont des Américains. Ces gens-là ont inventé des choses que nous utilisons aujourd'hui. Par exemple, on verra que Gareth Morgan, il a inventé le système d'effet tricolore et il invente aussi le masque à gaz pendant la Première Guerre mondiale. On a par exemple Matt Zellinger qui a inventé la machine à réaliser les chaussures durables pour les personnes handicapées. Et il y a plein d'autres personnes qui ont inventé des choses. On ne se rend pas compte, le système de froid dans les camions, c'est Jones qui l'a inventé. Et ça, personne ne nous le dit. Ce qu'on nous explique à l'école ou ailleurs, enfin pas très à l'école, on ne parle pas de ces choses-là, mais dans la vie de tous les jours, on veut nous faire croire que les afro-descendants n'ont été qu'esclaves, alors que pas du tout. Et c'est ça qu'il faut expliquer, pas seulement à nos communautés, parce que bon, on commence à être avertis, mais aussi nous, on est quand même toujours citoyens français. Les petits Français de France ne savent pas qu'ils ont des frères, des Français comme eux, qui sont noirs et qui n'ont pas toujours été esclaves, qui ont été autre chose et qui aussi ont permis l'émergence de la science. Retour chez nous, le salon de la restauration a ouvert ses portes aujourd'hui à Schellcher, l'occasion pour les professionnels de se rencontrer et de voir les dernières innovations dans le domaine. 55 exposants sont présents et se sont donc déplacés pour l'occasion. Les images sont signées Alvin Courcy et on écoute les réactions. Un restaurateur a très peu l'occasion de pouvoir aller voir ses fournisseurs et l'occasion est donnée aujourd'hui de pouvoir en une journée pouvoir voir tout le monde, de lier des contacts, même si des rendez-vous sont pris après, mais ça nous permet aussi de découvrir des produits que nous n'avons pas encore chez nous et que nous aimerions développer.
Justement là, je viens d'arriver par exemple, je suis tombé sur un professionnel qui propose en termes de technologie un produit assez innovant avec des montres beeper qui sont pas mal et ça m'intéresse. C'est-à-dire, ça permet de faire quoi? Ça nous permet de contacter nos serveurs et nos collaborateurs avec un simple bip, ce qui évite de faire trop de bruit pour la salle ou de crier à tout va. L'avantage pour nous, c'est d'avoir cette visibilité, de pouvoir répondre également aux attentes des entreprises, de pouvoir les comprendre leurs besoins, pour pouvoir leur apporter quelque chose de réellement productif. Oui, alors c'est un rendez-vous qui fonctionne sur une deuxième année donc, avec des exposants plutôt contents, puisque des contrats remportés à la clé, donc des rencontres, puisqu'il est toujours bon pour les fournisseurs comme pour des responsables d'établissement de se rencontrer. Donc se rencontrer pour une journée complète avec un moment intéressant où on peut échanger autour d'un buffet, etc. Donc c'est plus, on va un petit peu en avant sur la rencontre commerciale et on crée un moment convivial. On poursuit avec cet ouvrage, Le fruit à pain dans tous ses états, c'est son titre et c'est un passionné de ce fruit pays qui est à l'initiative de l'édition de cet ouvrage. Il l'utilise sous toutes ses formes, le fruit à pain, une idée qui lui est venue après les grèves guadeloupéennes où c'était une des seules denrées que l'on pouvait utiliser, un livre avec de nombreuses photos. On écoute donc les explications de l'auteur du livre, Teddy Babel. Il s'exprime au micro de Laura Châtenay-Rivaudet. Tout ce qu'on fait avec la pomme de terre, on peut le faire avec le fruit à pain. C'est un produit qu'on trouve partout dans les pays de la Caraïbe. Je dirais même que c'est un produit qui ne s'achète pas, c'est un produit qui se donne. Il faut savoir qu'un arbre à pain peut porter jusqu'à 80 fruits et légumes par portée. Et donc ça fait du fruit à pain. Donc après, nous quand on dit fruit à pain qu'à gaspiller, ben voilà. On connaît pas, on ne sait pas l'utiliser sous des formes différentes qu'en gros sel, ce qui fait qu'on perd quelque chose d'estimable et on ne le sait pas. Et notez que 7000 exemplaires de cet ouvrage ont déjà été vendus en Guadeloupe et il sera présent très bientôt en librairie en Martinique. On en vient maintenant à l'événement de ce dimanche, la première Gay Pride en Martinique, ce rassemblement initié par la communauté gay et lesbienne après New York, Berlin. C'est donc au Carbet que les lesbiens et les gays se sont donné rendez-vous aux couleurs de la Gay Pride. C'est un reportage signé Alvin Courcy. Excentricité, groupe à pied, danse et même des chevaux sur la plage, c'est bien la Gay Pride de Martinique qui fait ses premiers pas au Carbet. On découvre comme tout le monde et à Paris ça fonctionne très bien, en Martinique j'espère que ça va bien fonctionner. C'est une belle découverte, j'espère que ça va continuer en tout cas. C'est une très bonne initiative, hein, que voulez-vous, c'est avec l'air du temps. Il y a autant de bi, de gays, d'hétéros, donc ça se passe super bien. C'est génial, c'est historique comme journée aujourd'hui. Si cette manifestation est acceptée par certains, pour d'autres, elle dérange. Très largement critiquée sur les réseaux sociaux, face caméra, ils sont peu nombreux à condamner ouvertement l'événement. Monsieur, je suis une chrétienne. Alors cette histoire de gay là, ça c'est ouverture à Satan. Vous pensez qu'il ne faut pas le faire? Non, il ne faut pas faire ça. Et pourquoi? Mais pourquoi le Seigneur a créé l'homme et la femme? Mais qu'est-ce que vous faites avec la dame qui est à côté de vous? Pourquoi vous l'avez à côté de vous? Qu'est-ce que vous faites avec deux messieurs? Deux messieurs, on a créé l'homme et la femme. Donc tu n'as pas besoin de deux messieurs. C'est une femme et un homme. Que l'on soit pour ou contre, ce qui est sûr, c'est que cette première Gay Pride pose la question de l'épanouissement et de la place de la communauté LGBT aux Antilles, comprenez lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. Cet événement n'est pas simplement lié à l'homosexualité, c'est l'autre est différent, je le sais tel qu'il est. Handicapé, aveugle, sourd, différent. Voilà la différence. Je suis différente et j'en suis fière, c'est ça le message. Il y a les gens déjà ouverts et puis ceux qui resteront fermés de toute façon, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Il faut continuer à vivre. Hein. Il est temps de pouvoir assumer notre homosexualité et de pouvoir montrer justement qu'il ne faut pas être effacé. Donc c'est important d'avoir des journées comme celle-ci.
Au final, c'est à peu près 1 millier de personnes qui se sont déplacées, dont certains par curiosité. Une réussite pour les organisateurs, fiers de pouvoir faire passer un message de tolérance. On a fait appel à la bonne intelligence des gens, à l'ouverture des gens. On leur a dit voilà, le 22 mai on fête l'abolition de l'esclavage, et bien maintenant le 11 juin on va fêter la Gay Pride et on va montrer aux gens qu'on peut être différent et qu'on peut accepter l'autre, surtout chez nous en Martinique au 21e siècle. En plus des animations et de l'ambiance, des stands de prévention sur les risques de maladies sexuellement transmissibles étaient à la disposition de tous. On est là ce soir parce qu'il faut que les gens soient responsables de leur santé sexuelle et c'est important pour nous d'être là pour en bonne santé, avec une bonne ambiance. Donc on fait passer un message de prévention, un message d'amour, un message d'espoir. La santé sexuelle, ça commence par le préservatif, il faut faire attention. La soirée a continué jusqu'à 21h30 pour cette première Gay Pride qui s'est déroulée dans un bon état d'esprit. L'ambiance est super sympa, mais c'est vrai que ça fait plus beach party que Gay Pride. Après, je pense que les gens ils sont quand même un peu retenus par rapport au passif qu'on a, mais franchement, c'est vachement sympa. Je m'attendais à quelque chose de plus festif vraiment, mais bon, après tout le monde était là, donc ça fait plaisir à Martinique de voir qu'il y avait plusieurs couches de la population, donc tout le monde s'est amusé, et voilà. Ouais, c'est vrai, plus beach party. Bon, on espère retrouver l'ambiance Gay Pride de Paris, quoi. Mais c'est vrai que, mais bon, pour une première, ça va. Hein. Pour que cet événement s'affirme un peu plus, ce n'est pour les organisateurs qu'une question de temps. Chacun y voit ce qu'il veut bien y trouver. Tu sais, nous on va pas faire les puristes. Nous on a intitulé Gay Pride. Première Gay Pride, ils savaient où ils venaient. Il n'est pas une beach party, donc peut-être l'un ou l'autre se confond parce qu'effectivement on est sur la plage. Mais je crois qu'on a vraiment dans la tête des gens posé une première pierre et qu'il va falloir aller plus loin. Aucun incident n'a été déclaré lors de la soirée. Une prochaine édition devrait avoir lieu en Martinique et peut-être en Guadeloupe le 11 juin prochain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On retrouve tout de suite votre JT des communes. Et direction Fort-de-France, la résidence de l'Âge d'Or, avec ces pensionnaires de cette EHPAD qui ont particulièrement la forme puisqu'ils prennent régulièrement des cours de sport. On voit cela avec Hubert Bornil et Loïc Régis qui ont pu assister à une séance. Comme quoi la notion de vieillir en Martinique n'est pas synonyme de mal-être. On peut vieillir et être dans de bonnes conditions, traité comme il le faut, comme cela se passe ici. Tous les jeudis, on va retrouver Bob pour son cours de gym douce. Vous allez tendre un bras, le bras droit, tout le monde tend son bras droit. De la gym douce pour la douzaine de résidents assidus à cet atelier. Évidemment, ici, il ne s'agit pas de se préparer pour le marathon de Fort-de-France. Avant tout, il est question de maintien de l'autonomie, permettre à ces personnes du grand âge d'avoir une activité physique, même si certains préfèrent avoir d'autres occupations. Je ne suis pas très amateur de sport. Ouais. Vous me le dire toute la vérité. Mais vous êtes là quand même. Je suis là quand même et je regarde. Je suis très bricoleur, très... Oui, ça ne veut pas dire que je reste couché à la maison. En tout cas, la salle est pleine, comme on peut le voir. Et d'après le coach, les résidents prennent vraiment du plaisir à pratiquer, ne serait-ce qu'1 heure par semaine. Le fait de les faire bouger leur permet de retrouver ou de garder une certaine mobilité. Donc le travail se fait sur justement des mouvements qui sont lents, mais qu'on essaye de pousser au maximum. Et puis en même temps, ça fait travailler le cœur. Cet EHPAD accueille des personnes valides de 60 ans et plus, seules ou en couple. Ici, on leur offre un accompagnement basé sur la qualité de vie, le bien-être et la sécurité. On a mis en place donc de la gym douce et gym adapté, on a mis en place des ateliers cuisine, ateliers art de la table. On a également mis en place atelier musique qui permet aussi de stimuler la mémoire, stimuler l'activité cérébrale et des activités jeux comme Scrabble ou Loto, choses comme ça. Allez, on peut s'applaudir. Allez. C'est la fin du cours maintenant, après le petit gâteau, parce que les grandes personnes aiment bien ça, on passe tout simplement à la pause. Voilà, ainsi une tranche de vie à l'Âge d'Or.
Avant de refermer cette édition, quelques informations pratiques. D'abord, à Fort-de-France, ces travaux sur une partie de la rocade qui sera fermée cette nuit. Des travaux de balayage mécanisé. La circulation sera interrompue de 21h à 5h entre l'échangeur de la maternité et celui de Dillon. Et puis, autre information, des travaux de réparation des ouvrages de protection des falaises ont commencé aujourd'hui sur la RN2 au Carbet, au lieu-dit Font-Rouge, en Sturin. Le chantier devrait durer 7 mois avec un dispositif de restriction de la circulation. Il est possible qu'il y ait des interruptions totales de la circulation, mais qui ne devraient pas dépasser une vingtaine de minutes. Voilà, on referme cette édition. Restez avec nous à suivre votre rendez-vous en Tchépéa. Avant de se quitter, donc je vous rappelle tout de même, comme d'habitude, le planning de l'EFS qui sera stationné, l'établissement français du sang, avec un don du sang qui sera possible demain entre 8h et 13h face à la CTM devant le bâtiment de l'ancien Conseil général. Tout de suite, en Tchépéa, présenté par Régine Germani. À tout de suite.